Les courses de chariot cantine sont l'un des sports équestres les plus flous et les plus sauvages. Et deux sortes de chevaux bien distincts y participent. Sur ces 800 mètres d'enfer, 4 pur sang tirent le chariot. Et 4 autres chevaux portent les éclaireurs. Pendant toute la course, les chariots sont prioritaires. C'est aux éclaireurs et à leurs chevaux de trouver un moyen d'arriver sains et saufs. La vitesse d'un coureur et le sang-froid sont les marques de fabrique des chevaux d'éclaireurs. Ce sera le sujet de cet épisode de World of Horses, présenté par votre serviteur, John Scott. La violence brute d'une course de chariot cantine est difficile à imaginer si vous n'y avez jamais assisté. Quand le klaxon retentit, les éclaireurs doivent tenir leurs chevaux tout en jetant le poil et les piquets de tente dans le chariot. Puis ils suivent le chariot autour des barils, montent en courant et chevauchent. Le temps du chariot ne devient officiel qu'une fois que les éclaireurs sont arrivés, sans être à plus de 38 mètres de leur chariot sous peine de pénalité. Cela remonte à l'époque où les chariots cantines d'un ranch servaient de cuisine et d'intendance sur la piste et pendant les rassemblements. À l'origine, les éclaireurs étaient les palefreniers qui aidaient le cuisinier à ranger sa tente et son poêle dans le chariot le matin et à tout sortir et installer le soir venu. Doyle Mullane, de Black Diamond dans l'Alberta, est un conducteur de chariot aguerri et un ancien éclaireur. Quand il ne conduit pas un chariot, il exerce son métier de vétérinaire. J'ai demandé à Doyle et à son collègue Eldon Surgesson de nous expliquer et de nous montrer ce que font les éclaireurs et leurs chevaux et pourquoi. Ici, nous avons 3 éclaireurs. Celui qui tient le piquet du côté gauche, celui qui tient le piquet de l'autre côté à droite, et celui qui s'occupe du poêle au milieu. On a ce qu'on appelle le pavillon tente qui dépasse de l'arrière du chariot avec 2 piquets. C'est ce qui représente la tente. Je dis toujours aux gars de viser le centre de mon dos quand ils chargent les piquets dans le chariot. Bip, la sonnerie retentit. Au même moment, l'homme qui jette le poêle est là-dessous. Et en général, il a la longe de son cheval entre les dents. La sonnerie retentit et le poêle est lancé. Ça paraît assez simple, mais à l'heure actuelle, certains chariots démarrent tellement fort qu'ils doivent lancer de 3 ou 5 mètres pour les mettre à l'intérieur. De nos jours, les poêles sont faits d'un matériau caoutchouteux et compressible. Ils sont très différents de ceux d'il y a 30 ou 40 ans qui étaient en acier et pesaient 25 kilos. C'était plutôt dangereux. Avec cela, un cheval peut marcher dessus ou un chariot rouler dessus, personne ne se blessera. Un poêle qui chute au sol, c'est 2 secondes de pénalité. Sans poêle, c'est-à-dire qu'il n'est pas à l'arrière du chariot, c'est 4 secondes. Vu la vitesse des courses actuelles, 1 seconde c'est faisable, 4 secondes c'est perdu. Le 4e éclaireur tient les meneurs. Ce qui veut dire qu'avant le début de la course, il se place devant l'attelage et maintient les 2 chevaux de tête en position. À l'avant, c'est le meneur. Lui, quand on arrive au baril, il attrape les guides. Ce sont les rênes qui vont d'un cheval à l'autre et permettent de les diriger. Il les saisit et amène les chevaux à regarder dans la bonne direction pour le départ. Il lui faut un cheval exceptionnellement calme qui pourra se tenir à côté des chevaux de tête sans pour autant piétiner l'éclaireur quand la sonnerie retentit. Le rodéo de Calgary, c'est 4 éclaireurs, 4 chariots cantines, 32 chevaux et 20 hommes, tous sur la piste au même moment. Comme je le disais plus tôt, les chariots cantines étaient et restent encore dans certains ranchs une cuisine mobile et le foyer du cow-boy qui est loin de chez lui. Lors des rassemblements, il arrivait que des cuisiniers fassent la course. C'était à celui qui trouverait le meilleur campement pour la nuit. Le promoteur de rodéo Guy Widdick reprit l'idée et l'a mis en place. En 1923, il fit des courses de chariots cantines l'un des événements officiels de son rodéo de Calgary.
75 ans plus tard, on m'a demandé d'aider à créer la réplique de cette première course. Au tout début, il courait avec de vrais chariots cantines, avec des barils d'eau et des cantines métalliques. Et il prenait des chevaux de très légers ou demi-traits, des chevaux d'attelage. C'était très amusant de tenter de recréer la magie de cette époque. Lors des premières courses, le vainqueur n'était pas le premier à franchir la ligne, mais le premier à faire sortir de la fumée du poêle. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'entre cette époque et l'heure actuelle, les courses ont beaucoup changé. De nos jours, la règle de la fumée a disparu. Les poêles sont en caoutchouc et les chevaux des éclaireurs, tout comme l'attelage, sont des pur sang. Et ils sont très rapides. Doyle Mullaney est originaire de Birch River, dans la province de Manitoba. Mais quand il est sur la piste, c'est un Irlandais. Ma famille est originaire du centre de l'Irlande. Mes grands-parents ont atterri dans la province de Nouvelle-Écosse. Ça remonte à loin, mais un jour je vais aller là-bas pour voir. Des gens de la famille y sont allés, ils reviennent jamais. Comme beaucoup de conducteurs, Doyle trouve ses pur sang sur les champs de course, que ce soit les chevaux d'attelage ou ceux des éclaireurs. Je suis très difficile dans le choix des chevaux d'éclaireurs. Le plus souvent, les chevaux d'éclaireurs, que ce soit maintenant ou par le passé, sont des chevaux d'attelage qui n'avaient pas le niveau, quelle que soit la raison. Mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je vais sur les champs de course et je cherche des chevaux d'une taille particulière, avec un caractère spécifique et qui sont capables de courir. En général, ce sont des chevaux qui n'ont pas un si grand gabarit, donc il n'y a pas tant d'acheteurs que ça pour eux. Ils sont disponibles et ils ne coûtent pas si cher que ça. Je ne veux pas que mes hommes soient obligés de monter sur un de ces ongres d'1,70 m au garrot. Pendant la course, les éclaireurs, ils ont beaucoup de responsabilités et tout va vraiment très vite. Je veux des chevaux débourrés pour que les gars montent des chevaux sûrs et dispo. Chacun des chevaux d'éclaireurs de Doyle a sa propre petite histoire. C'est parti. Ce petit cheval-là, il vient de Vancouver. Il s'appelle Favori Lointain. Mais moi, je l'appelle Brent parce que je l'ai acheté à Brent Woosley pour 66 $. Mais c'était il y a 6 ou 7 ans. Il faisait des courses à Vancouver. Il avait un problème de santé qu'on appelle l'hémophilie. Il faisait des hémorragies des poumons pendant les courses, donc il ne rapportait rien à Brent Woosley là-bas. Un jour, Brent est venu me voir ici et il m'a dit « Je te donne un cheval ». J'ai répondu « Où il est ?» Il était chez Daryl Hartley sur l'autoroute 22X. Alors j'ai appelé Daryl pour lui demander combien avait coûté sa pension. Daryl a répondu 66 $. Mais le problème, c'est que Brent l'avait déjà donné à 5 ou 6 autres personnes.
On était là-bas en 1 heure et demie et il est rentré avec nous. Dès que des gens prennent part à une grosse course et qu'ils veulent un bon cheval de poil, Brent est incroyablement doué pour ce poste. Ils peuvent me l'emprunter. Jerry Bremner l'avait emprunté quand il a gagné les 50 000. Le cheval à côté de lui vient du Kentucky. Il est venu par le Minnesota. Mon frère me l'a acheté à Winnipeg. Rex pensait qu'il ferait un bon cheval d'attelage parce qu'il est très robuste. Mais il refuse l'attelage. Alors, on l'utilise pour tenir les meneurs et les piquets et les barils. Il est très calme, mais c'est un cheval épais et robuste. Tout le monde dit qu'il est gros, mais c'est juste qu'il a le buste développé. Et c'est un cheval vraiment tranquille. Celui-là, c'est Martini Party. Et lui aussi vient de Vancouver. Je l'ai acheté il y a 4 ans. Il a gagné plus de 250 000 $ sur le champ de course. Il n'était pas assez grand pour l'attelage, mais je trouvais que c'était un beau petit cheval. Alors je l'ai pris comme cheval d'éclaireur. On s'en sert pour la tente, pour les barils et pour tenir les meneurs aussi. Il est vraiment à la hauteur, il sait courir ce petit gars. Ils ont couru tout l'été, ils sont encore bien en chair et ils ont le pelage brillant. On les nourrit bien, ces chevaux. Je trouve intéressant qu'au ranch de Doyle Mullaney, ce soit les chevaux d'éclaireur qui soient tout en haut de la hiérarchie. Brent et Plaisir, ces deux-là, ce sont eux les chefs. Quand ils marchent au milieu de 25 chevaux, les autres s'écartent. Et ils se regroupent derrière eux. Où qu'ils aillent, ce sont les chefs. La raison principale, c'est que les chevaux d'éclaireur restent plus longtemps ici. Alors, dans l'échelle sociale, ils sont au sommet. Parce qu'il est très pris par son métier de vétérinaire, Doyle a besoin d'une méthode d'entraînement rapide. Son père, lui aussi conducteur de chariot, lui en a donné une. On prend un pick-up et on attache les chevaux aux ailes du véhicule. Papa a eu l'idée en Saskatchewan il y a une 40aine d'années. À l'époque, il était champion du monde de chariot cantine miniature. Et il se servait de son bon vieux break Chrysler. C'est très important que ces chevaux aient une condition physique. Ici, on ne joue que sur 2 paramètres, la distance et la vitesse. Pour cette année, on a commencé l'entraînement le 24 février. On a commencé par 5 km à 13 ou 15 km/h au trot. Et ensuite, comme les chevaux s'habituent à ce rythme, on augmente la distance de 5 km au départ, on passe à 7 ou 8 km. Et ensuite, on augmente la vitesse. On fait ça pour que leur système cardiovasculaire puisse s'adapter au stress. Vous comprenez? Et on continue pendant 90 jours environ. Je pense que mon diplôme de vétérinaire m'a aidé en matière d'entraînement physique. Je ressors mes cours, je pense aux humains, les coureurs de fond par exemple, ou de triathlon. J'essaie de comprendre ce qui fait que ça marche. Je regarde Gretzky, le joueur de hockey sur glace, pour comprendre le déclic. Et pourquoi son rythme cardiaque descend à 56 quand il quitte la glace. J'ai des moniteurs cardiaques ici et on s'en sert pour tester et évaluer le temps de récupération du cœur. On a aussi des défibrillateurs, des bottes thérapeutiques, des packs de glace. J'utilise beaucoup les machines à ultrasons, elles deviennent assez communes. Quoi qu'il faille, je l'achète. Le ranch de Doyle Mullaney est situé au pied d'une pente escarpée de l'Alberta. Et il met la géographie à profit pour développer la condition physique et la réactivité de ses chevaux d'éclaireur. On n'a pas l'impression d'en bas, mais la pente est très escarpée. Et ça oblige le cheval à travailler ses appuis et à rester vigilant au lieu de s'enfuir. Quand ces chevaux sont arrivés des champs de course, les gens de l'hippodrome s'étaient très bien occupés d'eux. Mais ils concentrent les chevaux sur des objectifs très différents. Les portes s'ouvrent d'un coup, les chevaux s'élancent, et même s'ils ont l'habitude de la piste de course, l'objectif reste de franchir le premier la ligne d'arrivée. Pour les chevaux d'éclaireur, il nous faut des animaux calmes. Il faut qu'un gamin de 3 ou 4 ans puisse les monter sans problème. C'est pourquoi on passe vraiment beaucoup de temps à les monter et à jouer avec eux, tout simplement. On les fait revenir, on les fait marcher, on les fait trotter, on les fait reculer et rester sans bouger, histoire de leur apprendre des choses qu'on ne leur demandait pas sur le champ de course. C'était inutile. Je leur porte beaucoup d'intérêt. C'est mes potes et ils vont rester longtemps avec moi. Chaque année, en juillet, les meilleurs coureurs se rassemblent à Calgary et s'affrontent dans le derby de Rangeland. Les 10 premiers soirs, ils courent pour un gain fixe et pour départager les 4 attelages qui seront en finale le dernier jour.
et courront pour 50 000 $. Les meilleurs conducteurs de chariots sont là, mais aussi les meilleurs éclaireurs. Et nous avons parlé à 2 d'entre eux, Lyle Pambrun et Jim Shield. Jim Shield a été élu 4 fois éclaireur de l'année, et il va nous dire ce qu'il pense des chevaux d'éclaireurs. Un pur sang ne connaît presque rien à la pression des jambes ou aux directions, tout ça. Ils sont nés pour courir et c'est presque tout ce qu'ils savent faire. Alors quand on les entraîne pour les barils, par exemple, on leur apprend surtout à réagir à la pression des jambes. Et aussi à réagir aux morts. C'est tout. Chacun d'eux a sa propre personnalité. Et à chaque course, chacun réagit différemment. Jim est très demandé en tant qu'éclaireur. En fonction de l'équipe, il occupe des postes différents. Je me déplace beaucoup, mais personnellement, j'aime être à l'avant et tenir les meneurs. J'imagine que le conducteur est comme le manager d'une équipe de foot. Il déplace les gens et essaie de leur donner les bons chevaux et avoir une équipe qui fonctionne. Lyle Pambrun et Jim Shield ont tous deux 20 ans d'expérience en tant qu'éclaireurs. Lyle était jockey quand il a été découvert par la légende des courses de chariot, Kelly Sutherland. Au printemps, Lyle participait aux courses de chevaux à Grande Prairie et il devenait un peu trop lourd. C'est un cow-boy hors du commun. Il a su monter avant de savoir marcher et vers l'âge de 5 ou 6 ans, il avait toutes les bases. Il y a beaucoup de cow-boys en lui et il met du cœur à l'ouvrage. Alors, je suis allé lui parler et j'ai dit « Peut-être que tu devrais venir. Je pense que tu deviendrais l'un des meilleurs éclaireurs. » Tout comme Jim Shield, Lyle préfère tenir les meneurs. J'aime tenir les chevaux de tête. Vous êtes devant, presque tout seul. Vous n'avez qu'à tenir les meneurs et... Le plus souvent, c'est plus facile de s'en sortir. Là-bas, faudrait y aller comme en file indienne. Et hop, 1, 2, 3, on arrive sur la piste et on en repart. Si vous vous rentrez les uns dans les autres, alors il y en a un qui ne va pas pouvoir monter ou quelque chose comme ça. Il faut vraiment travailler en équipe. Une fois sur la piste, les éclaireurs n'ont plus qu'à suivre et éviter d'être dans le passage. Pour moi, c'est le meilleur moment de la course. Le moment où on monte vraiment. En premier, j'essaie de protéger le cheval en restant le plus près possible du rail. On n'a pas la priorité. Ce sont les chariots qui sont prioritaires, alors s'ils se déplacent, on doit bouger aussi. Ça peut mal tourner. Une fois, j'ai sauté sur un cheval et je me suis retrouvé de l'autre côté. Ça s'est passé tellement vite que je n'ai pas compris. D'un coup, j'étais du mauvais côté et je devais monter par la droite. Ces trucs-là, on essaie d'oublier très vite. On a pensé que vous aimeriez savoir ce qui se passe pour les éclaireurs entre 2 courses de chariot. Voici un aperçu. On part avec un cheval dans la première course. On finit la course, on revient, on saute de cheval. Un des aides du conducteur va attraper le cheval et l'emmener. On change de casaque et un autre cheval est prêt pour nous. Ça a l'air d'être le foin ici, mais chacun sait ce qu'il a à faire. Il doit y avoir 5 minutes entre les courses, alors on a largement le temps de se préparer pour la suivante. Quand la poussière du derby de Rangeland est retombée pour une nouvelle année, Kelly Sutherland, celui qu'ils appellent le roi, a encore gagné. Les éclaireurs font un tour de piste pour leur traditionnel salut au public. Quand la saison des courses de chariots s'achève, beaucoup de conducteurs offrent à leurs chevaux d'éclaireurs un repos bien mérité.
En général, on termine les courses aux alentours du 8 août et les chevaux sont en congé jusqu'à la fin du mois de février environ. Ça dépend du temps, la météo décide. Ces chevaux sont si bien entraînés qu'ils n'ont pas besoin d'être beaucoup montés, alors on les laisse tranquilles et on s'assure qu'ils mangent bien. Le moment venu, l'été prochain, les chevaux d'éclaireur de Doyle Mullaney seront en pleine forme. Et ils seront bien en chair pour tenir pendant la saison. L'Irlandais volant et ses chevaux seront impatients d'y aller. Les sports comme le team roping et la capture du veau au lasso montrent l'habileté des hommes. Mais ils montrent aussi la vitesse et le talent du cheval et du lanceur de lasso. On n'attrape pas un veau, un bouvillon ou une vache si on ne peut pas l'atteindre. Quand le lanceur lance le nœud, c'est le cheval qui de lui-même donne au cavalier la possibilité d'attraper la bête. Habileté et entraînement du cheval de roping, ce sera le sujet de cet épisode de World of Horses, présenté par votre serviteur John Scott. Tim Williamson et son frère Cliff Williamson connaissent un grand succès comme pro de la capture de veaux au lasso. À eux deux, ils ont remporté nombre de boucles de ceinturon, de sel et d'argent. Tim a été 9 fois en finale de la Coupe du Canada et Cliff a été 3 fois champion du Canada. Dans son ranch, près de Madden, Tim nous a présenté son cheval de compétition de lasso, Jack. Il nous a aussi dit comment les chevaux de lasso sont dressés et ajustés. Plus ils sont rapides, mieux c'est. Tout le monde veut avoir le cheval le plus rapide possible, quelle que soit l'activité équestre. J'aime que mes chevaux soient de bons coureurs. Je suis l'un des plus vieux lanceurs de lasso du Canada, et comme je suis toujours professionnel, j'ai besoin d'un cheval très rapide. Ce cheval très rapide s'appelle Jack. Parmi ces chevaux de lasso, c'est le 3e du nom. C'est un quarter horse. C'est un mec de la région de Buck Lake qui l'avait au début. Et ensuite, Cliff lui a racheté, et moi je l'ai racheté à Cliff. J'aime quand je peux regarder l'homologation d'un cheval et voir qu'il a du sang de coureur. J'aime les chevaux qui sont peut-être un peu plus calmes. Je n'aime pas les chevaux avec un regard de dément, qui sont un petit peu plus sauvages. Les chevaux plus fougueux, ils doivent être stables et attentifs. J'apprécie une belle cambrure de la hanche et des jarrets plutôt courts sur un cheval, parce que ça veut dire qu'il peut se servir de son postérieur pour s'arrêter. Il y a certains chevaux qui ne peuvent pas s'arrêter à cause de leur morphologie, parce que leur coccyx est trop haut et qu'ils ont des jarrets hauts. Ils ne sont pas faits pour s'arrêter.
Le dressage des chevaux de l'assaut commence quand ils sont déjà bien habitués à la selle et aux morts. Je les sors sur le ranch, on course le bétail et on fait ce qu'il y a à faire. Et je les emmène au marquage au fer, c'est là qu'on marque les bêtes. Et je fais les travaux classiques du ranch en les montant pour les habituer au bétail. Plus ils sont habitués aux bêtes, plus ils restent calmes avec eux. Beaucoup de quarterhorse ont un bon sens du bétail dans leur patrimoine génétique. Certains sont meilleurs que d'autres. J'en ai eu un dont j'ai essayé de faire un cheval de l'assaut, mais il n'avait pas vraiment le sens du bétail. Alors j'ai dû abandonner l'idée. Quand je démarre un cheval de l'assaut, je lâche simplement un veau dans la carrière et je le suis dans ses déplacements avec le cheval, sans lasso ni rien. Je laisse juste le cheval le suivre, et si le veau part à gauche ou à droite, le cheval est censé le suivre. Où qu'il aille, le cheval le suit. Après ça, pour l'étape suivante, je me sers de ce que j'appelle une corde d'échappée. Ça ressemble en tout point à une corde normale. Mais quand je capture le veau, la corde se détache. Et j'habitue le cheval à sentir la corde tourner au-dessus de sa tête. Puis quand je lance la corde d'échappée, je lui apprends à s'arrêter après mon lancer de l'assaut. Il faut 2 à 3 ans d'entraînement pour qu'un cheval soit prêt à faire de la compétition. De retour au ranch, Tim a accepté de nous expliquer comment capturer un veau. Ça commence avant l'entrée dans le box. Ok, quand je me mets en place, il y a d'abord ce que j'appelle mon trait de secousse. C'est ce qui donne au cheval le signal de reculer. Je le passe dans ma ceinture et c'est comme si je tirais sur les rênes. Et c'est le signal pour lui de reculer une fois que je suis à terre. Ensuite, l'étape suivante, je mets ce que j'appelle mon lien de serrage dans ma bouche. Et je suis prêt. J'essaie de rester très calme dans le box et je laisse mon cheval y entrer et faire demi-tour. Et je le mets en place pour qu'il soit face à la cage de contention. Et il doit être parfaitement immobile. Je recule juste là, dans le coin du box. Si vous êtes placé trop loin du coin, alors le cheval va tendre à être un peu plus nerveux, il va se mettre à bouger. Dès que tout est en place, que le cheval est immobile et que le veau est droit devant, je hoche la tête. Je mets une légère pression sur le mors. J'apprends à mes chevaux que dès que j'avance ma main, ils vont devoir se lancer et courir le plus vite possible. Ensuite, je commence à faire tourner la corde dans l'air. Et j'essaie de rester sur l'avant de la selle et je fais tourner le lasso, tout en gardant constamment les yeux sur le veau. À partir de ce moment-là, c'est au cheval de suivre le veau. Vous devez faire confiance au cheval pour faire son travail et vous concentrer sur le vôtre. Après avoir capturé le veau, quand je lance le lasso et que je descends du cheval, à partir de ce moment-là, le cheval est livré à lui-même. Oui, quand je lance la corde, c'est le signal. Quand je descends, il est censé s'arrêter net. Et ensuite, il sait qu'il doit reculer de quelques pas. Si le veau bouge encore, le cheval est censé continuer à reculer et s'assurer que la corde est tendue. Il ne faut pas de mou. Quand j'ai fini de ligoter, je retourne vers mon cheval en marchant et je me remets en selle. Il est censé m'attendre en se tenant tranquille. Le veau doit rester attaché pendant 6 secondes. S'il se libère dans l'intervalle, je n'ai plus le temps. Si comme moi vous avez un ranch, capturer des chevaux et du bétail au lasso n'est pas un jeu. C'est partie intégrante du travail du ranch. Blaine Marr tient un ranch dans la région des montagnes, dans le sud-ouest de l'Alberta, où il y a des kilomètres sans un seul corral. C'est son habileté au lasso, les compétences et l'entraînement de ses chevaux qui lui permettent de faire transhumer le bétail sur un terrain assez accidenté et lointain. Dans les prairies, votre cheval doit travailler dans des conditions très différentes et parfois défavorables. Dans les buissons ou bien dans les trous de blaireau, dans les prés ou en traversant un ruisseau. On attend de lui qu'il puisse suivre et
et encaisser les chocs et rattraper l'animal. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent affecter le bétail dans les prairies. Ils peuvent finir avec des épines de porc-épic dans le nez s'ils sont trop curieux. L'œil rose, c'est une infection qui touche leurs yeux pendant la période estivale. Le piétin, lui, est une autre infection qui se développe dans les pieds. Ce sont des problèmes très communs que l'on trouve quand on inspecte le troupeau pendant l'été. À l'automne, il faut pouvoir attraper ces bêtes et les soigner en leur donnant un traitement. Si vous êtes loin d'un des corrals, eh bien, la seule alternative, c'est d'attraper les animaux au lasso. Si vous avez un partenaire, il peut vous aider en attrapant l'animal par la partie postérieure, par les pattes arrière. Et comme ça, vous les maintenez et vous pouvez soigner la bête sans que ce soit trop problématique. Au ranch, il y a 3 manières d'attraper au lasso. Si vous êtes seul et que l'herbe est trop haute pour attraper la patte, il faut viser la tête. Si vous êtes 2, c'est le lasso en équipe. C'est-à-dire que l'un de vous attrape la tête et l'autre la patte. La 3e méthode consiste à les attraper dans le corral, au pas. Dans un troupeau de vaches et de veaux déjà nerveux, le mieux est de faire son travail sans agitation supplémentaire. Si vous faites un marquage au fer dans le corral, il faut attraper l'animal par les pattes arrière et les tirer vers le brasier. C'est ce qui est le moins stressant pour eux, et ça permet de les mettre à plat ventre, ce qui rend le travail plus facile pour ceux qui doivent les tenir. Une fois la vache ou le veau capturé, il faut le maintenir. C'est là que la corne entre en jeu. Quand on attrape un animal au lasso en extérieur, on se sert de ce qu'on appelle un dali qui est enroulé autour de la corne et on fait plusieurs tours autour de la corne en utilisant le dali. Il est peu probable que les chevaux de l'assaut soient remplacés dans les années à venir. Oui, en fait, quand vous avez du bétail sur un terrain aussi vaste, s'il fallait pour les attraper que vous les pourchassiez pour les faire entrer dans un corral de travail que vous auriez installé pour pouvoir les soigner ou traiter une patte blessée, ce genre de choses, vous n'auriez jamais assez de temps dans la journée pour le faire. Les enfants des ranchs grandissent un lasso à la main et finissent par arriver à le pratiquer sur un cheval. Tim Williamson, l'un des meilleurs lanceurs de lasso du Canada, se souvient de ce temps, quand leur père leur enseignait l'art du lancer de lasso à lui-même et à son frère. Oui, il nous a appris le lasso. En fait, on a commencé en rangeant les lassos quand on avait 2 ou 3 ans, et il nous a appris toutes les bases. Il nous emmenait avec lui de l'âge de 2 ans jusqu'à ce qu'on devienne des lanceurs professionnels. En fait, on s'entraînait en faisant tout et n'importe quoi. On courait partout et on attrapait tout ce qui bougeait au lasso. Et puis, on a continué comme ça jusqu'à ce qu'on ait l'âge de commencer à travailler au ranch et d'attraper des animaux dans la pâture. Vous savez, ça fait partie de la vie du ranch. Vous allez là-bas, et si un animal est malade, vous l'attrapez, vous le soignez, et ça a continué comme ça jusque dans l'arène. Un cheval atteint sa pleine maturité quelque part entre l'âge de 8 et 12 ans. Ça dépend de l'état d'esprit du cheval, de sa capacité à gérer le battage ainsi que la foule et tout ce qui s'ensuit. Chaque cheval est différent. Certains sont beaucoup plus longs à entraîner et à préparer à la compétition, tandis que d'autres sont prêts très vite. Pour le lanceur de l'assaut professionnel, le cheval est un élément essentiel. Je sais que pour ma part, à une époque, j'étais régulièrement en finale de la Coupe du Canada. Tous les ans. Et puis, j'ai perdu un merveilleux cheval et j'ai essayé 3, 4, même 6 chevaux, avant d'en trouver un qui convienne. En 92, c'était ma dernière finale. Et ce n'est qu'en 98 que j'ai retrouvé ce que je considère comme étant un bon cheval. Ce qui m'a permis d'accéder de nouveau à une finale. Je doute que quiconque sache exactement quand le lasso est devenu un sport.
Mais je parie que ça a commencé lors d'une transhumance dans une prairie, quelque part à la frontière de l'Ouest. Quelques lanceurs de l'assaut, les meilleurs du camp, se sont probablement mesurés les uns aux autres, engendrant une multitude de paris. Ce genre de pratique devient un sport professionnel quand les gens sont prêts à payer pour y assister. Le lasso par équipe est un sport en pleine expansion, que ce soit en rodéo ou aux compétitions spéciales de lasso par équipe comme ici. Nous sommes au concours privé Stockman's Choice de High River, dans la province d'Alberta. J'étais allé au Stockman's à la fois pour regarder le lasso par équipe et pour concourir dans une autre épreuve, le parquage des bestiaux. Mark et Justin Bledsoe, ainsi que moi-même, défendions le titre de champion gagné quelques années auparavant. Comme vous le voyez, le lasso par équipe dans l'arène ressemble au style employé par les ranchers qui capturent leur bétail en extérieur. La différence, c'est que le bouvillon est dans une cage de contention et le meneur est derrière une corde. Celle-ci ne tombe que quand le bouvillon s'est éloigné. Dans une course idéale, le meneur attrape le bouvillon par les cornes et prend un virage sec à gauche. Le talonneur arrive ensuite et attrape les deux pattes arrière. Quand la bête est capturée et les cordes tendues, le drapeau s'abaisse et on enregistre le chrono. À moins que le meneur et son cheval ne soient sortis trop tôt en cassant la corde. Auquel cas, on ajoute une pénalité de 10 secondes. Si une seule patte arrière est prise, la prise est validée. Mais on ajoute 5 secondes de pénalité au temps effectué. Dave et Bob Fraser, d'High River dans l'Alberta, pratiquent le lasso par équipe sportive depuis 25 ans. Le lasso par équipe a évolué au moins autant que les courses de chariot cantine ou la monte de chevaux sauvages. C'est un sport de rodéo. Probablement que dans la prairie, des cow-boys se sont rassemblés et ont passé un dimanche après-midi à parier, quelque chose comme ça. Et maintenant, le lasso par équipe est un événement très admiré dans le monde du rodéo professionnel. En fait, le lasso par équipe a commencé aux États-Unis avant d'arriver au Canada, probablement au milieu des années 60. Et ça a pris de plus en plus d'ampleur dans le pays. Mais je pense que dans tous les ranchs, les gars avaient l'habitude. Ils devaient tous se vanter de la vitesse à laquelle ils faisaient ci ou ça, et c'est comme ça que c'est devenu un sport à l'heure actuelle. Quand ça a commencé dans les années 60, une course de 20 secondes, c'était un temps suffisamment bon pour gagner de l'argent ou faire je ne sais quoi. Mais maintenant, les temps approchent les 4 ou 5 secondes. Et parfois, avec un temps de 5 secondes, vous ne gagnez rien. Et les temps s'améliorent encore et toujours. Et à la base, tout ça a commencé dans la prairie. J'ai toujours adoré mener parce que c'est le début de la course et c'est ça qui la conditionne. Quand j'ai commencé au lasso, en fait, je faisais le meneur et le talonneur et je suppose que j'étais si mauvais meneur que personne ne voulait être mon talonneur. Alors j'ai bien dû faire avec. Beaucoup de gens me demandent ce qui est le plus facile, mener ou bien talonner. Je réponds qu'aucun n'est facile. Le cheval meneur que je monte est un hongre de 15 ans. Il est sûrement d'une race de chevaux destinés au bétail, comme beaucoup dans l'industrie du lasso dans la région. C'est un cheval incroyable. Il a un tel sens du bétail. Il est très athlétique et très gentil. La plupart du temps, les chevaux des talonneurs sont plus petits que les chevaux des meneurs. Il faut un cheval qui soit costaud, avec une bonne ossature et qui puisse encaisser les coups et le poids au bout du lasso. Comme je disais, par le passé, vous pouviez vous en sortir sur n'importe quel cheval quand les temps étaient de 20 secondes pour les courses et tout ça. Mais maintenant qu'on est sur des temps de 5, 6, 7 ou 8 secondes, et que vous avez des scores comme ça, il faut un cheval qui soit très rapide, raisonnable et athlétique.
Il ne faut pas un cheval qui soit trop en mouvement. Le lasso, c'est facile. Si votre cheval court toujours à la même allure dans chaque manche, si votre cheval change ses temps de galop, une fois au petit galop et la suivante au grand galop, ça devient très difficile de lancer le lasso. Le lasso peut être facile, ou du moins plus facile, si vous savez vous y prendre et que vous vous entraînez sans cesse. Voici Bob et Dave qui nous montrent comment bien lancer et mal lancer le lasso. Quand vous chevauchez vers le bouvillon, il faut arriver au niveau de sa hanche. Il ne faut pas se mettre derrière lui, mais très légèrement sur sa gauche. Faire tourner au-dessus du dos, attraper, tendre la corde, puis la corne. Quand on talonne, il faut descendre dans l'arène, se placer à côté du bouvillon, avec la tête du cheval à peu près au même niveau que celle du bouvillon. Et quand le meneur le capture et le fait virer en travers de l'arène, il faut se déplacer et se mettre en position avec la tête du cheval juste au-dessus de la hanche du bouvillon. C'est l'extrémité qui contrôle la corde. Quand je la sens revenir, je la suis entre les pattes du bouvillon et j'attends qu'il fasse son prochain bond. Je regarde le bouvillon qui bondit et quand il se met devant moi et qu'il effectue un bond normal, je me dis maintenant, 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 maintenant. Il faut avoir la patience de rester en place en regardant le bouvillon faire un bond de plus et se prendre dans le nœud. Quand on fait tourner, on m'a appris à faire de grands cercles avec mes bras. De cette manière, je peux sentir l'extrémité de très loin et de très haut. C'est ce qu'il faut. Si je me serre trop de mes poignets, je fais de tout petits cercles, comme maintenant. Lorsque votre poignet n'est pas bien positionné, vos cercles ne ressemblent plus à rien. Et ça ne se déroulera pas comme il faut au lancer. Pour les frères Fraser, avec 25 ans d'expérience du lasso par équipe, les choses s'enchaînent très bien en général. Nous y voilà. Encore une course très propre, bien sûr, avec un temps de 8-10. 8-11 pour Bob et Dave Fraser. Quant à mon parquage de bestiaux, il s'est bien passé. Nous avons eu l'honneur de terminer notre première manche en 1 minute 29 secondes. 1 seconde de moins que le temps limite. Ce n'était pas assez bon pour conserver notre titre, mais c'était très drôle. Quand il faut mener du bétail, un bon cheval de lasso est le meilleur ami du rancher. Comme vous l'avez vu, c'est le partenaire idéal pour le lasso par équipe et la capture de veaux. Retrouvez-nous bientôt dans World of Horses.